Mes mains tremblaient, tandis que je regardais le chaos se déployer autour de ma table de salle à manger soigneusement décorée. Les lumières de Noël, que j'avais passé des heures à installer, projetaient maintenant des ombres accusatrices sur les visages que je croyais connaître. Des visages qui m'avaient menti, trahi et détruite. Tu savais, la voix de mon mari se brisa. Toute la couleur quitta son visage, tandis qu'il fixait l'homme debout dans l'embrasure de notre porte. L'homme que j'avais invité. L'homme dont la seule présence allait faire exploser une bombe et anéantir tout ce qui existait. Je souris. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire de quelqu'un qui avait passé 6 semaines à planifier cet instant précis. 6 semaines à avaler du poison. 6 semaines à faire semblant de ne pas connaître la vérité qui me rongeait de l'intérieur. « Oh chérie », dis-je, la voix douce comme de l'arsenic. Tu m'as demandé d'être mature à ce sujet, et je le suis. La femme à ses côtés, sa précieuse ex, celle qu'il avait insisté pour voir se joindre à notre dîner de réveillon de Noël, devint blanche comme la neige qui tombait dehors. Sa main parfaitement manucurée, volant à sa bouche, elle savait ce qui allait arriver. Elle savait qui se tenait à cette porte. Et c'est là que les vrais hurlements commencèrent. Mais je vais trop vite. Laisse-moi te ramener là où ce cauchemar a vraiment commencé. À l'instant où ma vie parfaite a été révélée comme un magnifique mensonge. Mais avant de commencer, écrivez en commentaire de quelle ville vous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner, cela m'aide à créer plus de vidéos. C'était le 15 octobre. Je me souviens de la date parce que c'était notre 7e anniversaire de mariage. 7 ans de mariage avec Marcus Whitfield, l'homme que j'avais aimé depuis l'université, l'homme qui m'avait promis l'éternité sous un ciel d'étoiles, dans une maison au bord d'un lac dans les Adirondacks. L'homme qui m'avait tenu la main à travers 2 fausses couches dévastatrices et juré que nous aurions notre famille un jour. 7 ans, et j'avais encore des papillons dans le ventre quand il franchissait la porte. J'avais passé la journée entière à préparer notre dîner d'anniversaire. Son carré d'agneau en croûte d'herbe préférée, des pommes de terre rôties et des asperges. J'avais acheté une nouvelle robe, d'un vert émeraude profond, la couleur qu'il disait toujours faire ressembler mes yeux bruns à du jade. J'avais allumé des bougies partout dans notre maison en banlieue d'Akianta, en Géorgie. Tout était parfait. Tout était un mensonge. Le téléphone de Marcus vibra sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il était sous la douche. Je n'étais pas du genre à fouiller. Je ne l'avais jamais été. Mais quelque chose, dans la façon dont il vibrait encore et encore, insistante et urgente, me tordit l'estomac. L'écran s'illumina avec les aperçus de messages d'un contact enregistré sous VH. Je n'arrête pas de penser au week-end dernier. Quand est-ce que je peux te revoir? Tu lui as déjà dit? Mes mains s'engourdirent. La bouteille de Cabernet Sauvignon que je tenais glissa, mais je la rattrapais avant qu'elle ne touche le sol. Mon cœur martelait mes côtes, essayant de s'échapper de ma poitrine. Ça ne pouvait pas être ce que ça semblait être. Il devait y avoir une explication. Je déverrouillais son téléphone. Je connaissais son code. C'était notre date d'anniversaire. L'ironie aurait pu être drôle si je n'avais pas eu envie de vomir. Les messages chargèrent. Je fis défiler vers le haut, mes yeux parcourant des mots qui brûlaient comme de l'acide sur ma peau. Tes mains me manquent sur moi. Elle ne te comprend pas comme moi je te comprends. Notre place est d'être ensemble. Ça l'a toujours été. Et les réponses de Marcus. Je sais, j'y travaille. Elle a été tellement fragile depuis la 2e fausse couche. Je dois trouver le bon moment. Sois patiente. C'est toi que je veux. Ça a toujours été toi. Le téléphone m'échappa, claquant contre le granit. Je m'agrippais au bord du plan de travail pour ne pas m'effondrer. La pièce tournait.
Les bougies que j'avais allumées semblaient soudain se moquer de moi, leur danse joyeuse comme une plaisanterie cruelle. Je retournai dans la liste des contacts. Victoria Hawthorne. Victoria, son ex-petite amie de l'université. Celle avec qui il était resté 3 ans avant de me rencontrer. Celle qu'il m'avait dit être encore son amie, mais que c'était totalement platonique. Celle qui aimait parfois ses publications Facebook, ce que j'avais toujours considéré comme inoffensif. Je relus les messages. La conversation remontait à 6 mois. 6 mois de textos tard dans la nuit. 6 mois de « je t'aime et tu me manques ». 6 mois à planifier un avenir ensemble, pendant que j'étais à la maison, à pleurer les enfants que je ne pouvais pas avoir, croyant que mon mari était au bureau à travailler tard. Il y avait des photos. Je n'aurais pas dû les ouvrir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Victoria en lingerie. Victoria dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Victoria ne portant rien du tout. Son message en dessous, « Je t'attends ». Et puis je le vis, une photo de 2 ensemble. Le bras de Marcus autour d'elle. Ils étaient dans un restaurant. Je reconnus le Beltline Bistro du centre-ville. Je lui avais proposé d'y aller pour notre anniversaire. Mais Marcus avait dit qu'il en avait assez de cet endroit. La date sur la photo, le 8 octobre, il y a 1 semaine. La douche s'arrêta. J'entendis Marcus fredonner. Fredonner comme s'il n'avait aucun souci au monde, comme s'il n'était pas en train de me broyer le cœur. Je reposais son téléphone exactement là où il était. Mes mains étaient calmes maintenant. Quelque chose de froid s'était installé en moi, gelant la panique, la douleur, la rage, ne les effaçant pas, mais les verrouillant dans la glace, les conservant pour plus tard. Quand Marcus entra dans la cuisine, une serviette autour de la taille et des gouttes d'eau sur les épaules, il me sourit. Le même sourire qui m'avait fait tomber amoureuse de lui à 19 ans. Le même sourire qui était maintenant une arme. « Ça sent incroyablement bon », dit-il en embrassant ma joue. Ses lèvres étaient comme de la glace sur ma peau. « Joyeux anniversaire, ma chérie ». Je lui souris en retour. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai souri. Joyeux anniversaire. Nous avons bu du vin. Il m'offrit un collier, une simple chaîne en or avec un pendentif. Je me demandais s'il avait acheté quelque chose de plus cher à Victoria. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, et j'ai détesté chaque seconde. J'ai détesté sentir ses mains sur moi, des mains qu'il avait touchées. J'ai détesté les mots d'amour qu'il murmurait, des mots qui ne signifiaient rien. Mais je ne l'ai pas laissé voir. J'ai joué le rôle de l'épouse dévouée à la perfection parce qu'il me fallait du temps pour réfléchir, du temps pour planifier, du temps pour décider quoi faire de l'information qui brûlait un trou dans ma poitrine. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Non. À la place, je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je suis devenue une espionne dans mon propre mariage. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai tout documenté. J'ai créé une adresse e-mail jetable et je me suis envoyé des captures d'écran de leurs conversations. J'ai épluché nos relevés de cartes de crédit et j'ai trouvé des dépenses dans des hôtels, des restaurants, une bijouterie où il lui avait acheté un bracelet coûtant 2 fois ce qu'il avait dépensé pour mon collier d'anniversaire. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Sam, un ancien policier avec des yeux bienveillants et une voix douce qui ne parvenait pas tout à fait à cacher la pitié quand je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Il était cher, mais j'avais mon propre argent. Je travaillais comme graphiste à domicile et j'économisais depuis des années. Sam suivit Marcus pendant 1 semaine. Les preuves qu'il recueillit étaient exhaustives et dévastatrices. Des photos de Marcus et Victoria se retrouvant dans des hôtels. Des vidéos d'eux s'embrassant dans des parkings. Des relevés d'appels durant des heures, toujours quand Marcus prétendait être en réunion. Mais Sam trouva autre chose.
quelque chose qui changea tout. Il me tendit un dossier de l'autre côté de la table, dans le café où nous nous étions rencontrés, l'expression grave. Madame Whitfield, il y a quelque chose que vous devez voir. À l'intérieur du dossier se trouvait une impression d'une publication Facebook. La publication de Victoria d'il y a 2 jours. Le paramètre de confidentialité était réglé sur Amis seulement, ce qui expliquait pourquoi je ne l'avais pas vue. Sam avait ses méthodes. La publication montrait une photo d'une bague. Une bague de fiançailles en diamant, au doigt de Victoria. La légende disait « Il a enfin demandé ». Je n'arrive pas à croire que je vais épouser mon meilleur ami. À de nouveaux commencements. Fiancé. Les commentaires étaient remplis de félicitations. Mais un commentaire en particulier glaça mon sang. J'ai hâte de le rencontrer. Amène-le au dîner de dimanche. Naomi Hawthorne, la mère de Victoria. Elle ne savait pas qui était le fiancé, ce qui signifiait que Victoria n'avait pas dit à sa famille qu'elle était fiancée à un homme marié. Il y a plus, dit Sam doucement. Il fit glisser un autre document vers moi. J'ai fait une vérification des antécédents de Victoria Hawthorne. Ce n'est pas seulement l'ex-petite amie de votre mari. Je le regardais, la gorge serrée. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une thérapeute familiale. Elle est spécialisée dans le conseil conjugal. Il s'arrêta, laissant l'information s'imprégner. Et elle a publié dans plusieurs revues au sujet de l'éthique et des relations professionnelles. Elle a bâti toute sa carrière sur le fait d'être une experte des relations saines. L'ironie était si brutale que ça faillit me faire rire. Et l'homme dont elle dit qu'elle est fiancée, dis-je lentement. Elle ne peut pas dire à sa famille que c'est Marcus, parce qu'il est toujours marié avec vous. Sam termina. Donc soit elle ment au sujet des fiançailles, soit il hésita, soit il prévoit de vous quitter. Je murmurai. L'agneau que j'avais mangé menaçait de remonter. L'expression de Sam s'adoucit. Je suis désolée, Madame Whitfield, mais oui, c'est ce que les preuves suggèrent. Je regardais la photo de la bague. Elle était magnifique. Un anneau en platine, un diamant taille émeraude, probablement 3 carats. Marcus et moi économisions pour l'apport d'une maison plus grande, avec assez de chambres pour les enfants que nous comptions avoir. J'avais mis de l'argent de côté à chaque paie, renonçant à des choses que je voulais, parce que notre avenir comptait plus. Apparemment, lui aussi économisait. Seulement pas pour notre avenir, mais pour le sien à elle. Il y a encore une chose, dit Sam. Il avait l'air mal à l'aise maintenant, comme s'il s'apprêtait à porter le coup qu'il savait devoir me briser. J'ai suivi ses déplacements sur les 6 derniers mois. Je les ai recoupés avec le calendrier que vous m'avez fourni. Il sortit une chronologie. Mes yeux parcoururent les dates et je le vis. Le 15 juin, le jour de ma 2e fausse couche. Le jour où j'étais à l'hôpital, en train de saigner, terrifiée à l'idée de mourir. Le jour où Marcus avait dit qu'il devait partir quelques heures pour une urgence au travail. Sam avait entouré la date. À côté, une photo horodatée. 14h47. Marcus et Victoria enregistrant leur arrivée dans un hôtel Marriott. Pendant que je perdais notre bébé, il était avec elle. Le café se brouilla. Je ne pouvais plus respirer. Sam parlait. Sa voix semblait lointaine, me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin d'eau. Mais tout ce que je voyais, c'était cette date, le 15 juin, le pire jour de ma vie. Et il avait choisi de le passer avec elle. Madame Whitfield. La main de Sam était sur mon bras, douce mais ferme. Respirez, respirez simplement. J'inspirais 1 fois, 2 fois. Lentement, le monde revint au point. Je vais bien, mentis-je. Je n'allais pas bien. Je n'irai plus jamais bien. Mais j'en avais fini de pleurer, fini de me briser. Quelque chose de dur et de tranchant se formait dans ma poitrine, prenant la place de mon cœur brisé. Merci, Sam, dis-je, la voix stable. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Il m'observa longtemps. « Qu'allez-vous faire ?» Je rassemblai les documents, les glissant soigneusement dans le dossier. « Je vais trouver un avocat. » Puis je m'arrêtai. Une idée prenait forme. Une idée terrible et parfaite. Et ensuite, je vais attendre. Attendre quoi? Je souris. Et ce sourire semblait faux sur mon visage, comme si je portais la peau de quelqu'un d'autre. Le bon moment. Le 1er novembre. Marcus rentra du travail avec des plats chinois à emporter et une énergie inhabituelle. Il était nerveux. Je le voyais à la façon dont il tripotait les boîtes, à la façon dont il évitait mon regard. Nous nous assîmes à la table de la salle à manger. Il s'éclaircit la gorge 3 fois avant de parler. « Je voulais te parler de quelque chose », commença-t-il, remuant ses nouilles avec une fourchette. « À propos de Noël. » Je pris une gorgée d'eau, le regardant par-dessus le bord de mon verre. « À propos de Noël ? Eh bien, tu sais comme on fait d'habitude un Noël tranquille. Juste nous, peut-être ta sœur. Ma sœur Lorraine, qui avait prévu de venir cette année avec son mari James et leurs 2 enfants, ma précieuse nièce et mon neveu, qui rendait la douleur de mon absence d'enfant un peu plus supportable. « Oui, » dis-je prudemment. Marcus inspira profondément. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de différent cette année. Ouvrir notre maison à plus de monde. Faire ça plus inclusif. Inclusif ? Je répétais le mot. Il avait un goût de cendre. Je suis tombée sur une vieille amie de l'université récemment, continua-t-il. Et le mensonge était si lisse, si entraîné. Victoria Hawthorne. Tu te souviens d'elle, non? Je t'en ai déjà parlé. Oh, je me souvenais d'elle. J'avais un dossier entier dédié à me souvenir d'elle. Vaguement, dis-je. Eh bien, elle traverse une période difficile. Toute sa famille est à Tampa et elle ne peut pas voyager cette année à cause du travail. Elle va être seule à Noël. Il me regarda enfin, les yeux suppliants. Je me suis dit que ce serait sympa de l'inviter à se joindre à nous. Tu sais, répandre un peu de joie des fêtes. L'audace. L'audace a coupé le souffle. Il me regardait comme si j'étais un problème à résoudre, comme si ma réaction était l'obstacle entre lui et ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était nous avoir toutes les 2 à la même table, sa femme et sa maîtresse partageant le pain, célébrant la naissance du Christ. J'aurais pu hurler. J'aurais pu lui jeter la nourriture chinoise au visage. J'aurais pu sortir le dossier de preuves et le regarder se tortiller. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais une meilleure idée. Une idée qui se formait depuis ma rencontre avec Sam. Une idée qui exigeait que Marcus croie qu'il obtenait exactement ce qu'il voulait. Je posai mon verre et pliai les mains sur la table. « Bien sûr, Marcus. » Il cligna des yeux. « Bien sûr, oui. Si elle doit être seule pour les fêtes, elle devrait absolument se joindre à nous. C'est l'esprit de Noël, non? La gentillesse, la générosité. » Je souris. Je cuisinerais même quelque chose de spécial. Le soulagement sur son visage était palpable. Il tendit la main et serra la mienne. « Merci, bébé. Merci d'être si compréhensive. C'est pour ça que je t'aime. Tu as le plus grand cœur. » Je serrai sa main en retour. Mon sourire ne vacilla pas. « Bien sûr, chérie. Je veux que tu sois heureux. » Et je le pensais. Je voulais qu'il soit heureux jusqu'au moment où je le détruirais. Après le dîner, pendant que Marcus regardait la télévision, je montai dans mon bureau à domicile et j'ouvris mon ordinateur portable. Je faisais des recherches depuis quelques semaines, fouillant la vie de Victoria de la même façon qu'elle avait fouillé mon mariage. Je savais où elle travaillait, au Family Wellness Center, un cabinet de thérapie prestigieux au centre-ville. Je savais où elle habitait, un loft moderne à Inman Park.
Je connaissais ses routines, son café préféré, sa salle de sport. Et je savais une chose de plus. Quelque chose que j'avais découvert grâce à un peu de stalking créatif sur les réseaux sociaux et un faux profil. Victoria était effectivement fiancée, mais elle gardait son fiancé très secret. Aucune photo de lui sur ses réseaux, aucun nom mentionné. Juste cette bague et des références vagues à mon amour et mon avenir. Les commentaires de ses amis, sous la publication des fiançailles, étaient révélateurs. Quand est-ce qu'on rencontre cet homme mystère ? Fille, tu le gardes sous clé ? Ça doit être quelqu'un de spécial. J'ai hâte du mariage. Ce sera à temps pas, comme tu l'avais toujours prévu, non ? Elle le cachait parce qu'il était à moi. Mais ce que Marcus et Victoria ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que j'étais allée plus loin, beaucoup plus loin. J'avais trouvé l'agenda de Victoria. Pas le papier, mais le numérique. Je l'avais synchronisé avec le système de prise de rendez-vous de son site professionnel, dont la sécurité était risible. 2 ou 3 suppositions éclairées sur les questions de sécurité. Le nom de jeune fille de sa mère était public. Le nom de son premier animal figurait dans un vieux billet de blog d'étudiante. Et j'étais dedans. Et là, programmé pour le 15 novembre, il y avait un rendez-vous. Dîner avec la famille, présentation de... pas Marcus. Je recoupais la date avec ses emails. Oui, j'y avais accès aussi. Il s'avère que les gens qui donnent des leçons d'éthique sont souvent catastrophiques en cybersécurité. L'email venait de quelqu'un nommé Alex Ramos. Objet, j'ai hâte de rencontrer enfin ta famille. Je l'ouvris, le lus, le relus, puis je me mis à rire. Alex Ramos croyait être le fiancé de Victoria. Ses emails étaient remplis d'amour et d'enthousiasme pour leur avenir. Il l'avait demandé en mariage en août près des Grands Lacs. Il était chirurgien pédiatrique. Il avait déménagé à Atlanta il y a 6 mois, depuis Chicago. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il aimait couchait avec un autre homme. Victoria jouait sur 2 tableaux. Elle avait accepté la demande d'Alex, porté la bague qu'il lui avait offerte, fait des plans pour le présenter à sa famille, et pendant tout ce temps, elle couchait avec Marcus, promettant à Marcus un avenir, jouant Marcus comme un violon. Je ne comprenais pas au début, puis je regardais les finances que Sam m'avait fournies. Marcus gagnait bien sa vie en tant qu'ingénieur logiciel senior, mais ce n'était pas un salaire de chirurgien. Alex gagnait probablement 4 ou 5 fois le salaire de Marcus. Victoria gardait ses options ouvertes. Ou peut-être était-ce simplement une sociopathe qui aimait le jeu. Dans tous les cas, elle avait commis une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimée. Je regardais le calendrier. Le 15 novembre était dans 2 semaines. Noël était 6 semaines plus tard. J'ouvris un nouvel email dans mon compte anonyme, celui que j'avais créé spécialement pour cela, et tapais « Cher Dr Ramos, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Plus important encore, je connais Victoria Hawthorne, votre fiancée. Je vous écris parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité sur la femme que vous comptez épouser. Je sais que cet email a l'air délirant. Vous allez probablement le supprimer. Mais avant de le faire, je vous demande de poser une question à Victoria au sujet de Marcus Whitfield. Demandez-lui qui il est. Demandez-lui où elle était le 8 octobre, le 15 octobre, le 22 octobre. Demandez-lui pourquoi elle a 2 réservations de dîner pour le réveillon de Noël. Vous semblez être un homme bien, Dr Ramos. Vous méritez mieux que des mensonges. Si vous souhaitez une preuve de ce que je vous dis, répondez à cet email. Sinon, je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. Sincèrement, une amie. Je laissais le curseur en suspens au-dessus de « Envoyer ». C'était ça, le point de non-retour. Une fois que je cliquerais, les dominos commenceraient à tomber. Je cliquais. L'email disparut dans l'éther numérique. Je me renversais sur ma chaise, le cœur battant. Phase 1 terminée. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Alex Ramos répondit en moins de 3 heures. « Qui êtes-vous ?
Comment connaissez-vous Victoria? Quelles preuves avez-vous? J'étais prête. J'avais passé des jours à me préparer. Je téléversais des captures d'écran sélectionnées sur un service de partage sécurisé. Rien de trop explicite. Je ne cherchais pas à traumatiser l'homme, mais assez pour montrer la vérité. Des textos horodatés entre Marcus et Victoria. Des photos d'eux ensemble, les reçus d'hôtel. Je lui envoyais le lien avec une seule phrase. Je suis désolée. Vous méritez mieux. Il ne répondit pas immédiatement. Je l'imaginais ouvrant les fichiers, son monde s'écroulant comme le mien quelques semaines plus tôt. Je ressentis une pointe de culpabilité. Il était innocent dans tout cela, un dommage collatéral. Mais il devait savoir. Et plus que ça, j'avais besoin qu'il sache, parce qu'Alex Ramos était la pièce finale de mon puzzle. 3 jours plus tard, un autre email. Je l'ai confrontée. Elle a tout nié. A dit « c'est une ex folle qui essaie de créer des problèmes ». Mais les photos, je ne sais pas quoi croire. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? J'avais prévu le déni. Victoria était une manipulatrice professionnelle. Bien sûr qu'elle tenterait de le faire douter. Je répondis « Je ne suis pas son ex-petite amie. Je suis l'épouse de Marcus Whitfield. Vérifiez l'acte de mariage si vous ne me croyez pas. Marcus Whitfield et moi, nous sommes mariés il y a 7 ans, à Appianta. Toujours légalement mariés, toujours sous le même toit, toujours dans le même lit. Victoria couche avec mon mari. Elle le fait depuis 6 mois et elle prévoit de passer le réveillon de Noël avec nous, avec moi, chez moi, à ma table, en mangeant la nourriture que je cuisine. Vous et moi sommes des victimes, Dr Ramos. Nous sommes tous les deux manipulés par les mêmes 2 personnes. Mais contrairement à vous, je ne vais pas rester là et laisser cela continuer. Mon mari a invité Victoria à notre dîner du réveillon. Il m'a dit d'être mature à ce sujet. Il pense que je ne sais pas. Il pense que je suis l'épouse naïve qui sourira et servira du café à sa maîtresse. Voici ce que je propose. Vous et moi, leur donnons exactement ce qu'ils veulent. Un charmant dîner de Noël. Nous, tous ensemble. Une grande famille heureuse. Ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. Donnons-leur une indigestion qu'ils n'oublieront jamais. Si vous souhaitez que la vérité éclate, répondez à cet email. Sinon, je comprends. Vous pouvez supprimer tout ça et essayer d'avancer. Mais ils ne gagneront pas. Pas sans conséquence. Le choix vous appartient. J'envoyai et j'attendis. C'était le pari. Alex pouvait aller voir Victoria, lui montrer les emails, la prévenir. Il pouvait m'ignorer. Il pouvait même aller à la police, même si je n'avais rien fait d'illégal. Ou il pouvait faire ce que j'espérais. 2 jours passèrent, puis 3. Je commençais à penser que j'avais mal calculé, qu'Alex Ramos choisirait la voie de la moindre résistance, couperait ses pertes, romprait avec Victoria et passerait à autre chose. Puis, le 4e jour, mon téléphone vibra avec une nouvelle notification. Comptez sur moi, Jimmy Canidas Kiaga. Je souris, pas un sourire agréable, le sourire d'une femme qui venait de trouver son complice dans la vengeance. Je lui répondis avec les détails, l'heure, l'adresse, à quoi s'attendre. Je lui dis d'avoir l'air surpris, d'avoir l'air dévasté, de ne pas se retenir. Sa réponse fut courte. Croyez-moi, je n'aurais pas besoin de jouer. Les semaines qui précédèrent Noël furent surréalistes. Je les traversais comme une actrice dans une pièce, prenant mes marques, disant mes répliques, tout en sachant que l'acte final
ferait s'effondrer tout le théâtre. Marcus mentionnait Victoria constamment maintenant, qu'il pensait que ça m'allait. Il disait des choses comme « Oh, Victoria a recommandé ce super restaurant » ou « Victoria et moi, on adorait cette chanson à l'université ». Chaque mention était un test. Je réalisais qu'il évaluait ma réaction, qu'il voyait jusqu'où il pouvait aller. Je réussis tous les tests haut la main. C'est chouette, chérie. C'est merveilleux que vous vous soyez retrouvés. J'ai hâte de la revoir. Cette dernière phrase le fit hésiter. Nous étions dans la cuisine et il coupait des légumes pour un sauté. Son couteau se figea sur la planche. « Tu l'as déjà rencontré ?» dit-il prudemment. « Au barbecue des anciens, il y a quelques années, tu te souviens ?» Oui, je me souvenais. Victoria y était venue avec un petit ami quelconque et m'avait à peine parlé. Elle avait passé l'essentiel de la soirée à parler à Marcus, à rire à ses blagues, à lui toucher le bras. Je n'y avais rien vu. Je pensais être assez sûre de moi pour ne pas être jalouse d'une ex. Mon Dieu, comme j'avais été stupide. « Oh oui, dis-je, en chargeant le lave-vaisselle. Je ne m'en souviens pas très bien. Il y avait tellement de monde. »« Eh bien, tu la connaîtras mieux à Noël ?» dit Marcus. Il avait l'air sincèrement content, vraiment content, que sa femme et sa maîtresse se rapprochent autour d'un gigot rôti. « Je prépare un vrai festin, dis-je. Agneau, jambon, tous les accompagnements. Ce sera un réveillon dont on se souviendra. » Tu es incroyable, tu sais ça? Il vint derrière moi, entourant ma taille de ses bras. Je ne ressentis rien, moins que rien. Son contact était comme l'étreinte d'un étranger. « Je ne te mérite pas. Tu ne me mérites pas, » acquiesçai-je doucement. Il rit, pensant que je plaisantais. Il m'embrassa le cou et retourna à ses légumes. Je m'autorisai un petit sourire. Le 15 décembre, Victoria envoya un message à Marcus. Je le savais parce que j'avais cloné son téléphone. Oui, j'avais appris à faire ça. Il existe des tutoriels pour tout sur Internet si l'on cherche bien. Victoria, j'ai hâte d'être au réveillon. Qu'est-ce que je dois apporter, Marcus? Marcus, juste toi. Ma femme s'occupe de tout. Victoria, elle est vraiment d'accord? Elle ne trouve pas ça bizarre? Marcus, c'est une sainte. Elle me fait entièrement confiance. Elle ne soupçonne rien. Victoria, l'homme le plus chanceux du monde. Je jouerai l'invitée parfaite et reconnaissante. Et tu viens toujours chez moi après, n'est-ce pas? J'ai un cadeau spécial pour toi, Marcus. Marcus, je ne manquerai ça pour rien au monde. Je t'aime, Victoria. Victoria, je t'aime plus. Je lus la conversation dans la salle de bain, assise sur le bord de la baignoire, les mains tremblantes de rage froide. Il prévoyait de quitter notre dîner de réveillon pour aller coucher avec elle, échanger des cadeaux avec elle, pendant que je nettoyerais la vaisselle en faisant semblant que tout allait bien. Je transférai les captures à Alex. Il répondit immédiatement. « Je vais les détruire. »« Pas encore, tapai-je. Attends le réveillon. Ça en vaudra la peine. » Ma sœur Lorraine appela cette semaine-là pour discuter des plans de Noël. J'évitais ses appels, sachant qu'elle entendrait quelque chose dans ma voix. Lorraine et moi étions proches, plus proches que la plupart des sœurs. Elle avait été mon roc pendant les fausses couches, la seule personne capable de me faire rire, même dans les jours les plus sombres. « Allô, fantôme ?» dit-elle, quand je répondis enfin. Je commençais à croire que tu étais morte. « Je suis désolée, dis-je, forçant de la gaieté dans ma voix. Le travail a été dingue. »« Oui, et Marcus ? » ?»« Il va bien, très bien même. »« Tu mens mal. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je fermais les yeux. Je voulais lui dire. Je voulais sangloter au téléphone et tout déverser. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Lorraine voudrait réparer, confronter Marcus,
me protéger, et ça ruinerait tout. Rien ne va pas, dis-je. Juste stressée par les fêtes. En fait, c'est de ça que je voulais te parler. Changement de plan pour le réveillon. Oh, pas déçu. On ne vient pas. Si, tu viens. Mais Marcus a invité une vieille amie de l'université qui devait être seule. Donc ce sera un groupe plus grand que prévu. Pas de souci, plus on est de fous, plus on rit. C'est qui, l'amie? Elle s'appelle Victoria. C'est son ex, en fait. Silence. Puis, pardon? Quoi? Il a invité son ex au dîner de famille du réveillon? Ce n'est pas comme ça, dis-je vite. Ils sont juste amis maintenant. Elle traverse une période difficile. On est charitable. Et toi, ça te va? Bien sûr. Pourquoi ça ne m'irait pas? Parce que tu es un être humain avec des émotions normales. La voix de Lorraine était sèche. Tout ça est bizarre, tu le sais, hein? Ça va, Lorraine, je te promets. Si tu le dis. Mais si cette femme dépasse les bornes, moi je dirai quelque chose. Tu es prévenue. Je souris. Un vrai sourire cette fois. Noté. À demain pour le réveillon. On sera là, et je surveille cette Victoria comme un faucon. Après avoir raccroché, je restais assise, le téléphone à la main. La colère protectrice de Lorraine pour moi fissura quelque chose dans la glace autour de mon cœur. Pendant un instant, je m'autorisais à le sentir. La douleur, la trahison, la perte dévastatrice de l'homme que j'avais aimé. Puis, je l'étouffais. Il y aurait un temps pour le deuil plus tard. Là, j'avais du travail. J'ouvris mon document de planification. Tout se mettait en place. Alex devait arriver à 21h30, une demi-heure après le début du dîner. Je lui avais donné un code pour l'entrée latérale. Notre maison avait un système de serrure intelligente qui permettait des codes temporaires. Il entrerait seul, suivant le son des voix jusqu'à la salle à manger. L'expression sur leur visage serait inestimable. Mais la révélation ne serait que le début. J'avais prévu plus. Beaucoup plus. J'avais contacté une avocate, la meilleure avocate en divorce d'Atlanta, d'après sa réputation. Elle s'appelait Viviane Porter, et elle affichait un taux de réussite de 98% pour obtenir à ses clients exactement ce qu'ils méritaient. Notre consultation avait été éclairante. L'adultère n'entre pas en compte dans le droit du divorce en Géorgie comme dans d'autres États, avait-elle expliqué. La Géorgie est un État sans faute. Cependant, l'infidélité peut affecter la pension alimentaire. Et si vous pouvez prouver qu'il a utilisé des biens conjugaux pour la faire, et ses reçus d'hôtel et de bijoux suggèrent qu'il l'a fait, nous pouvons construire un dossier solide pour que vous receviez une part plus importante du patrimoine commun. Je ne veux pas de pension, lui avais-je dit. J'ai mon propre revenu. Ce que je veux, c'est la maison. Et je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. Viviane avait souri. Ça me rappelait mon propre sourire ces jours-ci, tranchant et froid. Je pense qu'on peut arranger ça, surtout si l'on démontre une détresse émotionnelle. L'affaire pendant votre fausse couche, par exemple. Un juge trouverait cela particulièrement odieux. Je quittais son bureau, son acompte payé et les papiers de divorce prêts à être déposés. J'attendais juste une chose, le dîner du réveillon, parce que je ne voulais pas seulement un divorce. Je voulais des témoins. Je voulais que tout le monde sache ce que Marcus et Victoria avaient fait. Je voulais que leur honte soit publique et permanente. Viviane m'avait mise en garde. Êtes-vous sûr de cette approche? Ce sera douloureux pour vous aussi, même humiliant. Vous pourriez déposer discrètement et avancer. Mais je ne voulais pas avancer discrètement. Je voulais qu'il souffre, comme j'avais souffert. Je voulais qu'il perde des choses, comme j'avais perdu des choses. Marcus avait pris ma confiance, ma sécurité, mes rêves de famille. Il m'avait fait douter de moi, m'avait fait croire que j'étais folle d'être fragile après les fausses couches, tout en me trahissant de la pire façon. Victoria avait bâti une carrière à aider des gens à réparer leurs relations. Elle se présentait comme une experte en éthique et en confiance, et pendant ce temps, elle détruisait le mariage de quelqu'un d'autre, couchant avec le mari d'une autre femme. Ils méritaient tous les deux une chute brutale.
Le 23 décembre, 2 jours avant le réveillon, je suis allée au supermarché et j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour le dîner. La caissière commenta mon caddie. « Grosse célébration de Noël ?» demanda-t-elle joyeusement. « Oh, ce sera inoubliable. » Ce soir-là, Marcus rentra tard. Il embrassa mon front et dit qu'il avait été à une fête d'adieu d'un collègue. Le mensonge lui venait si facilement maintenant. Je vérifiai son téléphone plus tard. Il était au loft de Victoria. Ils avaient fait l'amour, comme en détail, et échangé des cadeaux de Noël en avance. Il lui avait offert un voyage aux Bahamas pour le Nouvel An. Elle lui avait offert une montre gravée coûteuse. Amons toujours et pour toujours. L'ironie, c'est que je lui avais acheté la même montre pour Noël. Une Rolex que j'avais économisée pendant plus d'1 an. Elle était emballée sous notre sapin. À ce moment-là, je récupérais mon cadeau de sous le sapin. Cette nuit-là, je le déballais soigneusement et je remplaçais la montre à l'intérieur par autre chose. Les papiers de divorce. Je l'emballais à nouveau, papier magnifique avec ruban argenté. Je le remis sous le sapin et j'allais me coucher. Lorraine, James et les enfants arrivèrent le matin du réveillon. Ma nièce, Emma, 7 ans, courut dans mes bras, et mon neveu Luc, 5 ans, me montra son nouveau camion jouet. Je les serrai fort, respirant l'odeur des petits. Sucre, shampoing et innocence pure. « Ara, tu pleures ?» demanda Emma en touchant ma joue. « Des larmes de joie, lui dis-je. Je suis juste tellement heureuse de vous voir. » Lorraine m'observa avec des yeux inquiets au-dessus de la tête des enfants. Elle me connaissait trop bien. Mais elle n'insista pas. Elle aida simplement à porter les valises et installa les enfants dans la chambre d'amis. Cet après-midi-là, nous avons eu un dîner tranquille, juste la famille. Marcus était attentif et gentil, l'hôte parfait. Il plaisantait avec James à propos du football, jouait au camion avec Luc et complimentait la nouvelle coupe de cheveux de Lorraine. Il était si doué pour ça, pour prétendre, pour être exactement ce dont chacun avait besoin. Ça me fit me demander si je l'avais jamais vraiment connu. Après que les enfants furent couchés, les adultes s'assirent au salon avec du vin. Les lumières du sapin scintillaient, baignant tout d'une lueur douce. Bing Crosby jouait doucement sur les enceintes. On aurait dit une scène de film de Noël. « Alors, » dit Lorraine en faisant tourner son verre, « parle-nous de cette Victoria qui vient demain. » Marcus me regarda. Je souris, l'encourageant. « C'est une vieille amie de l'université, » dit-il. « On est sortis ensemble un moment, mais c'était il y a une éternité. De l'histoire ancienne. Elle traverse juste une mauvaise passe, des problèmes de famille. Et je me suis dit que ce serait sympa de l'inclure. »« C'est très généreux, » dit James. « C'est nous, dis-je, levant mon verre, généreux jusqu'à l'excès. » Marcus entrechoqua son verre avec le mien, aveugle au tranchant de ma voix. Lorraine, elle, l'entendit. Ses yeux se rétrécirent légèrement. « Et toi, ça te va ?» me demanda-t-elle directement. « L'ex de ton mari au dîner du réveillon ? Pourquoi ça ne m'irait pas ?» demandai-je. « Je suis sûre de mon mariage, n'est-ce pas, chérie ?»« Absolument, » dit Marcus en passant son bras autour de moi. Je me penchai contre lui, jouant mon rôle, mais je comptais les heures. Moins de 24 heures avant la performance de ma vie. « Eh bien, j'ai hâte de la rencontrer, » dit Lorraine. Et il y avait quelque chose dans sa voix, un avertissement peut-être, ou une promesse. « Ce sera intéressant, » dis-je doucement. « Ça le sera, c'est sûr. » Cette nuit-là, je restais couchée à côté de Marcus, à l'écouter respirer. Il s'endormait facilement comme toujours, aucune culpabilité ne le tourmentant, aucune conscience ne le tenant éveillé. Moi, en revanche, je fixais le plafond.
Je pensais à tous les réveillons que nous avions passés ensemble. Le premier dans notre minuscule appartement, si pauvre que nous pouvions à peine nous offrir des cadeaux, mais si amoureux que cela n'avait pas d'importance. Celui après la première fausse couche, tous les deux en deuil, nous tenant l'un l'autre, promettant qu'on réessayerait. L'an dernier, plein d'espoir à nouveau, parlant de la possibilité qu'à Noël prochain, nous aurions peut-être un bébé à célébrer. Tout cela avait été un mensonge, ou du moins était devenu un mensonge. Peut-être m'avait-il aimé un jour, vraiment, mais quelque part en route, je n'avais plus été suffisante. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas une question de moi. C'était lui qui était brisé. Il était égoïste. Demain, tout le monde le verrait. Demain, le masque tomberait. Je me tournai et finis par m'endormir. Mes rêves étaient faits de verre brisé et de vin rouge s'étalant comme du sang. Je me réveillai à 6 heures. L'adrénaline me traversait les veines. Aujourd'hui, c'était le jour. Je pris une douche, m'habillai avec soin. J'ai choisi une robe rouge, festive, appropriée, mais aussi audacieuse. Une peinture de guerre. Je maquillais mon visage avec une attention particulière. Si j'allais brûler ma vie jusqu'aux fondations, j'allais être belle en le faisant. Dans la cuisine, je commençais à cuisiner. L'agneau au four, les pommes de terre pelées et en train de bouillir, le gratin de haricots verts assemblé, le jambon glacé au miel prêt. Je faisais les gestes mécaniquement, la mémoire musculaire prenant le relais, tandis que mon esprit sautait vers le soir. Lorraine descendit vers 8 heures, attirée par l'odeur du café et des brioches à la cannelle. « Tu es levée tôt ?» dit-elle en se servant une tasse. Je n'arrivais pas à dormir. Trop excitée, dis-je. Et ce n'était pas entièrement faux. Elle m'étudia par-dessus le bord de sa tasse. « Tu me dirais si quelque chose n'allait pas vrai ?» Je soutins son regard. « Bien sûr. Tu as l'air différente. Je ne sais pas comment expliquer, mais tu as l'air de... » Elle s'interrompit, cherchant le mot. « De quoi ?» Comme si tu attendais quelque chose. Lorraine, intelligente, perspicace, toujours à voir trop. « Je suis juste fatiguée, dis-je. Les fêtes, c'est stressant. » Elle n'avait pas l'air convaincue. Mais à cet instant, les enfants dévalèrent l'escalier, débordant d'énergie de matin de Noël. Et le moment passa. Nous ouvrîmes les cadeaux. Emma reçut la poupée qu'elle réclamait. Luc, un train électrique. Lorraine et James échangèrent des cadeaux, souriant l'un à l'autre avec l'affection facile d'un mariage solide, celui que je croyais avoir. Marcus m'offrit des bijoux, des boucles d'oreilles délicates et chères. Je me demandais s'il les avait choisis lui-même ou si Victoria l'avait aidé. Je le remerciai, l'embrassai sur la joue et lui tendis son cadeau. « Ouvre-le plus tard, dis-je, quand tu auras le temps de vraiment l'apprécier. »« Pourquoi pas maintenant ?» demanda-t-il en secouant la boîte. « C'est personnel, dis-je, juste pour nous. » Il sourit, content, pensant que c'était quelque chose d'intime. Il le mit de côté. La matinée passa dans un flot de papiers cadeaux et de rires. Je pris des photos, beaucoup de photos. Emma et Luc jouant avec leurs jouets, la famille autour du sapin, Marcus souriant, si heureux, si inconscient. Des preuves, tout ça. Des preuves de l'avant, les derniers instants avant que tout change. Le déjeuner fut simple, des sandwichs et de la tarte restante. Puis Lorraine m'aida dans la cuisine, tandis que James emmenait les enfants au parc pour se dépenser avant le grand dîner. « À quelle heure Victoria arrive ?» demanda Lorraine en coupant du céleri pour la farce. « Le dîner est à 9 heures, et ce sera juste nous, Marcus et elle. »« C'est le plan, » dis-je. Un mensonge, mais nécessaire. Lorraine se tut un instant, puis dit « Je n'aime pas ça. »
Je sais que je l'ai déjà dit, mais je n'aime vraiment pas. Quelle femme accepte une invitation à passer le réveillon avec son ex et sa femme? Celle qui n'a nulle part où aller, suggérai-je. Ou celle qui veut quelque chose qu'elle ne peut pas avoir, répliqua Lorraine. Elle pointa le couteau vers moi. Je la surveille. Si elle fait les yeux doux à Marcus une seule fois, je la remets à sa place. Je suis sérieuse, Ara. Tu es parfois trop gentille, trop confiante. Si elle savait que je n'étais plus gentille, ni confiante, mais autre chose, froide, calculatrice et assoiffée de sang. Laisse-moi gérer, dis-je. S'il te plaît, fais-moi confiance. Elle soupira. Très bien, mais je me réserve le droit de dire « je te l'avais dit » si ça tourne mal. Notez, dis-je, et je me concentrai sur l'agneau. L'après-midi s'étira avec une lenteur agonisante. Je mis la table avec notre meilleure porcelaine, le service que ma grand-mère nous avait offert pour le mariage, les assiettes blanches à liseré doré, des verres en cristal et des couverts en argent que j'avais polis jusqu'à les faire briller. Je mis 8 couverts. Marcus le remarqua. 8 demanda-t-il. On est seulement 6, non? Toi, moi, Lorraine, James. Ah, 7 avec Victoria. Et le 8e, dis-je. Je mets toujours une place en plus, une vieille tradition, au cas où il y aurait un invité inattendu. Il haussa les épaules et retourna regarder le football. À 19h30, je vérifiai mon téléphone. Un message d'Alex. En route, garé au bout de la rue, j'attends ton signal. Je répondis 21h30, pas une minute avant. Et Alex, merci. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi après que je les ai fait payer. À exactement 20h, la sonnette retentit. Marcus se leva d'un bond. Je vis l'éclair d'excitation sur son visage avant qu'il ne le lisse en quelque chose de plus approprié. Ça doit être Victoria, dit-il d'un ton détaché. J'y vais. Je marchai lentement vers la porte, savourant l'instant. C'était ça, le début de la fin. J'ouvris la porte. Victoria Hawthorne était sur mon perron. Et elle était superbe. J'avais vu ses photos, bien sûr, mais en vrai, elle était encore plus frappante. Grande, mince, des cheveux noirs en vagues parfaites. Elle portait un pull crème et un jean foncé, décontracté mais cher. Elle tenait une bouteille de vin et un bouquet de fleurs. « Bonjour », dit-elle, un sourire chaleureux et maîtrisé sur le visage. « Vous devez être la femme de Marcus ? Je suis Victoria. Merci infiniment de m'accueillir. » J'absorbais chaque détail. Ses yeux un peu trop brillants, trop alertes, la légère tension dans ses épaules, et la bague de fiançailles coûteuse sur son annulaire gauche qu'elle avait laissée visible. Une démonstration de pouvoir, peut-être, ou un test. « Entrez, dis-je en me décalant. Nous sommes ravis que vous ayez pu venir. » Elle entra dans ma maison, apportant avec elle l'air froid et le parfum de Marc. Marcus apparut dans le couloir et je les regardais se voir. Ce fut bref, une seconde, mais je le vis. Le désir, la familiarité, le secret partagé. Mon sourire ne bougea pas. « Victoria », dit Marcus, en s'avançant pour la serrer dans ses bras. C'était rapide, approprié. Mais je vis sa main s'attarder une seconde de trop sur son dos. « Je suis tellement heureux que tu aies pu venir. Merci encore pour l'invitation, » dit-elle. Puis elle se tourna vers moi. « Votre maison est magnifique. »« Merci, » dis-je. « Je vais prendre ton manteau, Marcus. Serre un verre à Victoria. » J'accrochai son manteau dans le placard. « Cachemire cher, » notai-je. Puis je la conduisis au salon, où Lorraine et James s'occupaient des enfants. « Victoria, voici ma sœur Lorraine,
son mari James, et leurs enfants, Emma et Luc. Lorraine se leva, et je la regardai jauger Victoria d'un œil critique. Elles se serrèrent la main. « Enchantée », dit Lorraine, polie mais froide. « Moi aussi », dit Victoria. « Vos enfants sont adorables. » Les banalités se déroulèrent. Victoria était douée, charmante, attentive, posant les bonnes questions. Elle complimenta la décoration, admira le sapin, joua brièvement avec les enfants qui tombèrent instantanément sous son charme. Marcus la regardait avec une adoration à peine déguisée. C'était écœurant. À 21h, j'annonçai que le dîner était prêt. Tout le monde alla dans la salle à manger. J'avais passé des heures à le rendre parfait. Bougies et chandeliers en argent, un centre de table de verdure, la nourriture disposée comme un festin. « C'est incroyable », dit Victoria en prenant place. Marcus s'était placé stratégiquement à côté d'elle, en face de moi. Lorraine était à ma droite, les yeux toujours tranchants. Nous servimes, passâmes les plats, remplîmes les verres de vin. Tout était si civilisé, si normal. Marcus leva son verre. « Je voudrais porter un toast à la famille, aux amis et à l'esprit de Noël, et à ma merveilleuse épouse qui a tout organisé. »« À ton épouse ?» répéta Victoria en croisant mon regard. Il y avait un défi là-dedans. Elle savourait ça. Savourait d'être à ma table, de manger ma nourriture, tout en couchant avec mon mari. Je lui souris. « À de nouveaux commencements, dis-je. » Nous entrechoquâmes le verre. Nous mangeâmes. La nourriture était parfaite. L'agneau juteux, les accompagnements savoureux, tout synchronisé avec précision. « Alors, Victoria ?» dit Lorraine d'un ton conversationnel. « Marcus a dit que vous étiez thérapeute. »« Je le suis, » répondit Victoria. « Je suis spécialisée dans la thérapie familiale et de couple. »« Comme c'est ironique, » murmura Lorraine, juste assez fort pour que je l'entende. « C'est un travail très gratifiant, » continua Victoria. « J'aide les gens à traverser des dynamiques relationnelles difficiles, des problèmes de communication, des problèmes de confiance. L'infidélité. » Le dernier mot resta suspendu dans l'air. Me provoquait-elle ou était-elle simplement aveugle à l'ironie? L'infidélité doit être un sujet difficile à traiter, dis-je. Aider les gens à reconstruire la confiance après une trahison. Victoria hocha la tête. La confiance est le fondement de toute relation. Une fois brisée, c'est très difficile à réparer. Et vous croyez que c'est possible ? Demandai-je. Réparer ? Elle réfléchit. Parfois, si les deux parties sont engagées envers la vérité, mais souvent la trahison n'est qu'un symptôme de problèmes plus profonds. Parfois, les relations se terminent parce qu'elles n'étaient pas destinées à durer. Waouh, dis-je. Quelle pensée déprimante. Je préfère dire réaliste, répondit-elle. Marcus regardait notre échange avec nervosité. Il sentait quelque chose sans pouvoir l'identifier. 21h25. Mon téléphone était dans ma poche. J'avais donné à Alex le code de la porte latérale. Je lui avais dit exactement quand arriver. Tout ce que j'avais à faire était d'envoyer le message. « Excusez-moi », dis-je en me levant. « Je dois vérifier le dessert. » J'allai à la cuisine, sortis mon téléphone, tapai « Maintenant » et l'envoyai. Puis, je pris une grande inspiration, lissai ma robe et revins dans la salle à manger en souriant. « Le dessert sera prêt dans quelques minutes, » dis-je. « Mais d'abord, j'ai une surprise. » Marcus leva les yeux, curieux. « Une surprise ? » ?»« Oui. Tu te souviens quand tu as dit qu'on devrait être plus inclusif ce Noël ? Plus festif ? » ?»« Oui, » dit-il lentement. « Eh bien, j'ai suivi ton conseil. J'ai invité quelqu'un d'autre à se joindre à nous. Quelqu'un qui, selon moi, devait être ici. » La fourchette de Victoria
s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux croisèrent les miens et, pour la première fois, je vis une lueur de peur. « Qui ?» commença Marcus. La porte latérale s'ouvrit. Des pas dans le couloir. Tout le monde se tourna. Alex Ramos entra dans la salle à manger. Il était grand, beau de cette beauté nette qu'ont souvent les chirurgiens, soigné et professionnel. Il portait un pull sombre et un jean. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré ou n'avait pas dormi. Il regarda Victoria. « Bonjour, chérie », dit-il d'une voix étrangement calme. « Surprise ?» Victoria devint livide. Le sang quitta son visage si complètement que je crus qu'elle allait s'évanouir. « Alex » murmura-t-elle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce que je fais ici ?» Son rire était cassant. « J'ai été invitée par la femme de ton amant. » Marcus se leva si vite que sa chaise recula en grinçant. « Qu'est-ce qui se passe ? Assis-toi, Marcus, dis-je doucement. On vient de commencer. »« Qui est-ce » exigea Marcus, regardant Alex puis moi. « Voici, dis-je. Le docteur Alex Ramos, le fiancé de Victoria. » « Ou tu ne savais pas qu'elle était fiancée ?» La pièce se figea. La mâchoire de Lorraine s'ouvrit. James avait l'air perdu. Les enfants, heureusement, étaient dans l'autre pièce devant un film. Marcus se tourna vers Victoria. « Fiancée ?» Victoria secouait la tête. « Non, non, Alex. De quoi parle-t-elle ? Pourquoi es-tu là ?»« Ne t'avise pas, » dit Alex, la voix tranchante. « Ne t'avise pas de me mentir encore. J'ai vu les preuves, j'ai lu les messages. Je sais pour Marcus, je sais tout. » « Les messages ?» dit Marcus, son visage changeant de couleur. Rouge, blanc, puis rouge encore. « Victoria, de quoi parlait-il ?»« Oh, toi non plus, tu ne savais pas ?» Alex se tourna vers Marcus. « Ta petite amie couche avec nous deux. Tu croyais être le seul amant ? Moi, je croyais être son fiancé fidèle. On dirait qu'on est deux idiots. »« C'est faux, » dit Victoria en se levant. Sa voix était aiguë. « Alex, je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais... » « Je ne lui ai rien dit qu'il ne puisse vérifier lui-même, coupai-je. Les photos de toi et Marcus au Beltline Bistro, au Marriott, ça racontait l'histoire parfaitement. » Les yeux de Marcus se plantèrent dans les miens. « Tu savais ?»« Oh, chérie, » dis-je, la voix sirupeuse. « Je sais depuis des mois. » Le silence qui suivit était assourdissant. « Tu savais ?» répéta Marcus, la voix vide. « Depuis le 15 octobre, dis-je. Notre anniversaire. Tu te souviens de la nuit où tu es rentré en sentant son parfum ? J'ai trouvé les messages pendant que tu étais sous la douche. » Lorraine se leva d'un bond. « Pardon ? Quoi ? Marcus ? Tu trompes ma sœur ? » « Lorraine, je... » commença Marcus, mais elle le coupa. « Avec cette femme ?» Lorraine pointa Victoria du doigt. « Celle que tu as invitée à notre dîner de famille du réveillon ? Ce n'est pas... Je peux expliquer. » Marcus était perdu, regardant chacun de nous. « Oh, ça va être savoureux, » dit Alex en croisant les bras. « Vas-y, Marcus. Explique-nous comment tu couches avec ma fiancée depuis 6 mois. »« 6 mois ?» dis-je en penchant la tête. « Alex, chérie, ça fait plus longtemps que ça. Les messages remontent à 6 mois, mais ils se sont retrouvés depuis au moins 1 an. N'est-ce pas, Marcus ?» Marcus avait l'air sur le point de vomir. « Et toi, Victoria ?» continuai-je en me tournant vers elle. « Je dois dire que je suis impressionnée. Jongler avec 2 hommes à la fois. Ça demande du talent. Alex gagne quoi ? 4 fois le salaire de Marcus ? Mais Marcus te donne cette connexion émotionnelle. Cette histoire. Pourquoi choisir quand tu peux avoir les deux ? » « Tu es folle, » dit Victoria, mais sa voix tremblait. « Je le suis. Voyons. » Je sortis mon téléphone. J'ai tout documenté. Textos, photos, reçus d'hôtel. Marcus les a tous mis
sur notre carte de crédit commune, ce qui était négligent, mais j'imagine qu'il pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer. Je commençais à lire depuis mon écran. Elle ne te comprend pas comme moi. C'est toi que je veux. Ça a toujours été toi. J'ai hâte qu'on puisse être ensemble au grand jour. Arrête, dit Marcus. Oh, on arrive juste au meilleur, dis-je. Le 15 juin. Tu te souviens de cette date, Marcus? Son visage me dit que oui. Pour ceux qui ne savent pas, dis-je en m'adressant à la pièce. Le 15 juin, c'était le jour de ma 2e fausse couche. J'étais à l'hôpital, en train de saigner, terrifiée à l'idée de mourir. Et Marcus est parti. Il a dit qu'il avait une urgence au travail. J'ouvris la photo sur mon téléphone et la montrai. Voici Marcus et Victoria enregistrant leur arrivée au Marriott à 14h47, pendant que je perdais notre bébé. Lorraine halta. James jura. Même Alex avait l'air choqué. Le visage de Marcus se décomposa. Ce n'était pas comme ça. J'étais bouleversée. Tu avais besoin de baiser ton ex pendant que ta femme était à l'hôpital? Finis-je. Dis-le. Sois honnête pour une fois dans ta misérable vie. Mon Dieu, dit Lorraine. Elle vint à mes côtés, posant sa main sur mon épaule. Marcus me regarda. Il me regarda vraiment. Et je vis l'instant où il comprit qu'il ne me connaissait plus. Pourquoi? Demanda-t-il. Pourquoi ne rien avoir dit? Pourquoi faire tout ça? Parce que, dis-je, la voix glacée, tu devais comprendre ce que ça fait d'être pris de court, de voir ta réalité se briser devant des témoins, de laisser tous ceux que tu aimes te voir pour ce que tu es. Je marchai jusqu'au sapin, pris son cadeau, revins et le lui tendis. « Ouvre-le, dis-je. Non, vraiment, ouvre-le. » Les mains tremblantes, il déballa le cadeau. Les papiers de divorce se répandirent sur la table, éparpillés parmi les assiettes. « Joyeux Noël, dis-je. Tu as été servi. » Victoria fit un pas vers la porte, mais Alex lui barra le passage. « Où crois-tu aller ?» demanda-t-il. « C'est de la folie, dit-elle. Vous êtes tous fous, je m'en vais. » Pas encore, dis-je. On n'a pas fini. Tu vois, il y a une chose de plus. Je sortis une autre enveloppe. Celle-ci était adressée au Georgia Board of Examiners of Psychologists. Ceci, dis-je, est une plainte officielle contre Victoria Hawthorne, conseillère professionnelle agréée, pour violation éthique, notamment pour avoir adopté un comportement qui jette le discrédit sur la profession. J'ai documenté votre affaire avec Marcus, date, heure et lieu. J'ai aussi inclus des éléments sur la façon dont vous avez utilisé vos connaissances professionnelles pour le manipuler, comment vous lui avez conseillé de cacher la relation à son épouse fragile. Le visage de Victoria devint gris. Tu ne peux pas. Ils vont retirer ma licence. Ou au minimum la suspendre, finis-je. Tu devrais chercher une nouvelle carrière, Victoria. Quelque chose qui ne nécessite pas d'éthique. Toi, souffla Victoria avec haine. Attention, dit Lorraine en s'avançant. C'est ma sœur à qui tu parles. La sœur dont tu couchais avec le mari. La sœur dont l'hospitalisation t'a servi d'occasion pour une petite partie de jambes en l'air. Alex rit, un son vif et amer. Et dire que j'allais t'épouser. Mon Dieu, quel idiot je suis. Alex, s'il te plaît. Victoria se tourna vers lui, des larmes montant. Je t'aime, il ne signifie rien pour moi. C'était une erreur. Alex leva la main. Arrête, j'ai assez entendu de mensonges. Il sortit la bague de fiançailles de sa poche. Il avait dû la récupérer au loft et la posa sur la table. Elle rebondit et atterrit dans la saucière. C'est fini, et avant que tu essaies de sauver quoi que ce soit, sache que j'ai déjà appelé ta mère. Je lui ai tout dit. Elle est très déçue.
Victoria épouffa un son. « Qu'est-ce que ça fait ?» lui demandai-je. « D'avoir ta vie détruite devant un public. De voir des gens que tu ne peux pas contrôler, connaître tous tes secrets. » Elle ne répondit pas. Elle attrapa son sac et courut vers la porte. On entendit la porte claquer, puis un moteur démarrer, des pneus crisser, tandis qu'elle s'enfuyait. Alex resta un instant, l'air perdu. « Je suis désolé, dit-il. Je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça. Merci d'être venu, dis-je. Je sais que ce n'était pas facile. Il le méritait, dit-il. Ils le méritaient tous les deux. Il regarda Marcus, toujours debout avec les papiers de divorce. Tu es un lâche et un idiot. J'espère que tu réalises ce que tu as perdu. Puis Alex partit à son tour, avec plus de dignité qu'il n'en était arrivé. Il ne restait plus que Marcus et moi, et Lorraine et James, témoins du carnage. « Sors, dis-je à Marcus, la voix basse. C'est ma maison, dit-il. Mais il n'y avait pas de combat dans sa voix. C'est ma maison, corrigeai-je. Vérifie l'acte. Ma grand-mère a payé l'apport. La maison est à mon nom, et d'après les papiers de divorce que tu tiens, je la garde, avec la moitié du reste, y compris ce que tu as dépensé pour Victoria. Tu ne peux pas. J'ai une excellente avocate qui dit que je peux, et j'ai la preuve que tu as utilisé des fonds conjugaux pour ton affaire, ce qui me donne un levier. Tu as deux options. Tu signes et tu acceptes mes conditions, ou tu me combats au tribunal, et tout ça deviendra un dossier public. À toi de choisir. » Marcus regarda autour de la salle à manger, la belle table que j'avais dressée, la nourriture refroidie, les verres de vin, certains vides, certains pleins, la saucière avec une bague qui scintillait dedans. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal, dit-il. Mais tu l'as fait, dis-je. Tu m'as brisé et tu n'as même pas eu la décence de me dire la vérité. Tu as fait de moi la dinde, l'épouse naïve qui ne savait pas que son mari la trompait. Tu m'as laissé pleurer seule pour nos bébés pendant que tu étais avec elle. » Ma voix se brisa sur le dernier mot. La glace qui m'avait encapsulée commençait à se fissurer. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Désolé ne suffit pas, dis-je. Maintenant, sors de chez moi. » Il eut l'air de vouloir ajouter quelque chose, mais Lorraine s'avança. « Tu l'as entendu? Sors. » James se leva aussi, silencieux mais imposant. Marcus était en infériorité, piégé, et il le savait. Il ramassa les papiers de divorce, alla dans le couloir, prit son manteau. À la porte, il se retourna. « Je t'aime, dit-il une dernière fois. »« Je ne te crois pas, dis-je. Je ne pense pas que tu saches ce qu'est l'amour. » La porte se referma derrière lui. Le bruit résonna dans la maison, et enfin, je craquai. Je m'effondrais sur une chaise, les mains sur le visage, et je sanglotais. Toute la douleur que j'avais retenue pendant des mois se déversa. Lorraine fut là immédiatement, ses bras autour de moi, me tenant pendant que je m'écroulais. « Je suis là, » murmura-t-elle. « Je suis là, petite sœur. Tu es en sécurité maintenant. » James disparut, et je l'entendis parler aux enfants, les occupant. Doux James, toujours à savoir quoi faire. Je pleurais jusqu'à n'avoir plus rien, jusqu'à avoir la gorge en feu, les yeux gonflés, la poitrine douloureuse. Enfin, je levai la tête. « Ça va, dis-je. »« Non, » dit Lorraine doucement. « Mais ça ira. » Je regardais la salle à manger, la belle table, la nourriture froide, les verres, la saucière avec une bague qui brillait. Quel désastre! « Oui, » dit Lorraine en hochant la tête. « Mais tu l'as fait. Tu t'es défendue. Tu les as forcés à affronter la vérité. »« Ça valait le coup ?» demandai-je. « Ou est-ce que j'ai tout détruit par pure rancœur ?»
Lorraine resta silencieuse. Puis elle dit « Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé? Un mari qui ne t'aimait pas? Un mariage mensonger? Un avenir bâti sur la trahison? Tu n'as rien détruit qui valait la peine d'être gardé. Tu as juste dégagé le chemin pour quelque chose de meilleur. » Je voulais la croire. Je voulais croire que cette douleur avait un sens, que les cendres de mon ancienne vie nourriraient quelque chose de nouveau. Mais à cet instant, assise au milieu des ruines du Réveillon, je me sentais vide. Le 15 juin, l'anniversaire de ma 2e fausse couche, l'anniversaire de la pire trahison de Marcus. Mais cette année, ça signifiait autre chose. Je me tenais devant le miroir de la salle de bain, dans ma suite parentale nouvellement rénovée, ma suite désormais, dans ma maison. Et je reconnus à peine la femme qui me regardait. Elle était plus mince, plus tranchante. Ses yeux portaient quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Pas exactement de la dureté, mais une sorte de clarté. La clarté qui vient quand on regarde ses illusions brûler. 6 mois depuis ce dîner du Réveillon. 6 mois depuis que j'ai fait exploser ma vie et regardé les morceaux s'éparpiller. Les conséquences avaient été brutales. Marcus avait signé les papiers de divorce en moins d'1 semaine. Il n'avait pas vraiment le choix. Viviane Porter avait été impitoyable. Elle avait catalogué chaque hôtel, chaque dîner, chaque bijou qu'il avait acheté à Victoria avec notre argent. Au final, Marcus était parti avec sa voiture, ses vêtements et environ 30% de nos actifs. J'avais gardé la maison, les économies et ma dignité. Il avait essayé de s'excuser 2 ou 3 fois dans les semaines suivantes. De longs emails que j'ai supprimés sans les lire. Des messages vocaux que j'ai effacés. Il s'est présenté 1 fois à la maison et j'ai appelé la police. Après ça, toute communication est passée par les avocats. J'ai appris par des amis communs qu'il avait essayé de se réconcilier avec Victoria après que tout ait explosé. Apparemment, il s'était pointé à son loft avec des fleurs et des excuses, parlant de comment ils pouvaient enfin être ensemble, maintenant que tout était au grand jour. Elle lui avait claqué la porte au nez. Parce que Victoria avait ses propres problèmes. La plainte éthique que j'avais déposée avait déclenché une enquête du Georgia Board of Examiners of Psychologists. Ils avaient découvert qu'elle animait des séances de thérapie tout en entretenant une affaire avec un homme marié. Une violation claire des normes éthiques qu'elle avait juré de respecter. Sa licence fut suspendue 2 ans et elle dut suivre sa propre thérapie et une formation en éthique avant de pouvoir demander une réintégration. Son cabinet s'effondra. Le Family Wellness Center résilia son contrat immédiatement. Il ne pouvait pas se permettre le scandale. Sa réputation professionnelle, construite sur une décennie, fut détruite en quelques semaines. Elle quitta Atlanta. J'ai entendu dire qu'elle était retournée à Tampa, la queue entre les jambes, vivre chez sa mère, la femme qui avait été si déçue d'apprendre que sa fille était une menteuse et une briseuse de foyer. Alex m'a contacté 1 fois. Environ 1 mois après Noël, nous nous sommes retrouvés autour d'un café. 2 soldats blessés comparant leurs cicatrices. « J'ai encore envie de te détester », avait-il dit en remuant son espresso, pour m'avoir entraîné dans ce cauchemar. Mais je n'y arrive pas. Tu m'as évité la plus grosse erreur de ma vie. Et toi, comment tu vas? Et toi? Lui avais-je demandé. Il haussa les épaules. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Je l'aimais, ou j'aimais celle que je croyais qu'elle était. Il s'avère que cette personne n'a jamais existé. Je comprenais parfaitement. Et toi? Avait-il demandé. Des regrets? J'y avais réfléchi, vraiment.
Non, avais-je fini par dire. Je regrette le mariage. Je regrette d'avoir gaspillé 7 ans avec quelqu'un qui ne me méritait pas. Mais le dîner, l'exposition, il devait faire face à des conséquences. Des gens comme ça ne s'arrêtent que quand quelqu'un les y force. Alex avait hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je te trouve incroyablement courageuse. Courageuse ou folle? Peut-être les deux. Les meilleures personnes sont souvent les deux. Nous nous étions quittés en amis, ou du moins en alliés, liés par l'expérience partagée d'avoir été trahis par les mêmes 2 personnes. Maintenant, 6 mois plus tard, je ramassais encore les morceaux. Mais je construisais aussi quelque chose de nouveau. La maison était différente. Je l'avais redécorée, effaçant la présence de Marcus pièce par pièce. La chambre que nous partagions était devenue un sanctuaire de gris doux et de bleu, avec de nouveaux meubles et une nouvelle literie qu'il n'avait jamais touchée. Son bureau était devenu mon atelier d'art. Je m'étais remise à peindre, quelque chose que j'avais abandonné depuis des années parce que Marcus avait toujours besoin de l'espace pour son équipement de jeu. J'avais arrêté les missions de graphisme en freelance et j'avais lancé ma propre agence de design. Petite, juste moi et 2 employés pour l'instant. Mais c'était à moi, construit selon mes règles, et ça prospérait. La thérapie avait été essentielle. J'ai commencé à voir la docteure Elena Rodriguez. Et l'ironie d'aller voir une thérapeute de couple après tout ça ne m'échappait pas. 2 semaines après Noël seulement, elle m'a aidé à démêler le chaos d'émotions, le traumatisme de la trahison, le deuil compliqué de perdre non seulement un mari, mais l'avenir que j'avais imaginé. « Vous pleurez une mort », m'avait-elle dit lors d'une de nos premières séances. La mort de votre mariage, oui, mais aussi la mort de votre confiance, de votre innocence, de votre croyance dans l'histoire que vous vous racontiez sur votre vie. Elle avait raison. Je faisais mon deuil, mais lentement, douloureusement, je guérissais aussi. Lorraine avait été mon roc. Elle était restée 1 semaine après Noël, m'aidant à emballer les affaires de Marcus, me tenant quand je pleurais, me forçant à manger quand la nourriture avait un goût de cendre. Elle appelait chaque jour, pendant des mois, juste pour vérifier, pour s'assurer que j'allais bien. « Je suis si fière de toi », m'a-t-elle dit la semaine dernière. Ce que tu as fait demandait du courage. Beaucoup de femmes auraient avalé ça, auraient fait semblant que tout allait bien, se seraient laissées détruire en silence. Pas toi. Tu t'es battue. Je m'étais battue et j'avais gagné. Mais la victoire avait parfois un goût creux, surtout les mauvais jours. Parce qu'au fond, je n'avais pas voulu être une guerrière. J'avais voulu être une épouse, une mère, une femme avec une vie simple et heureuse. Mais cette vie-là était un mensonge. Et cette vie-ci, chaotique, douloureuse et vraie, était la mienne. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Mon estomac se noua. Parfois, Marcus essayait de me contacter depuis d'autres téléphones. Mais quand j'ouvris, ce n'était pas lui. « Salut, je sais que c'est bizarre, mais je voulais te remercier. Je m'appelle Jennifer. Je sortais avec Marcus. » Le passé, c'est le mot-clé. Il n'a jamais mentionné qu'il était récemment divorcé jusqu'à ce que je trouve ton numéro dans ses contacts bloqués et que je fasse quelques recherches. Quand je l'ai confronté, il a essayé de mentir, mais j'ai trouvé les dossiers de divorce. Je voulais juste te dire que je me suis évité beaucoup d'ennuis grâce à ta paperasse. Merci d'avoir été assez courageuse pour tout documenter. Je fixais le message longtemps, puis je répondis. Je suis désolée que tu aies eu à gérer ça, mais je suis contente que tu l'aies découvert avant qu'il ne puisse faire de vrais dégâts. Bonne chance. Donc Marcus essayait déjà de réécrire l'histoire, déjà de chercher la prochaine victime. L'idée me souleva le cœur, mais elle raffermit aussi ma détermination. Je vais faire la bonne chose, la chose brutale, douloureuse, publique, mais la bonne. Parce que si j'avais divorcé en silence, si j'avais gardé ces secrets,
il serait parti avec sa réputation intacte, se présentant comme la victime d'un mariage raté. Et Victoria aurait continué à conseiller des personnes vulnérables tout en étant fondamentalement malhonnête. Au lieu de ça, ils avaient tous les deux subi de vraies conséquences. Pas une justice parfaite. La vie l'offre rarement, mais un règlement de compte. Je regardais le calendrier sur mon téléphone. Le 15 juin. Il y a 1 an, j'étais à l'hôpital, en train de perdre un bébé, pendant que mon mari était avec une autre femme. Ça avait été le pire jour de ma vie, mais j'y avais survécu. J'avais survécu à tout. Je m'habillais, enfilant ma tenue de course. J'avais commencé à courir en février, ayant besoin d'un exutoire pour la rage et le chagrin qui surgissaient encore sans prévenir. Maintenant, je courais 5 miles chaque matin, poussant mon corps jusqu'à ce que mon esprit se taise. En nouant mes lacets, je pensais à la femme que j'étais 1 an plus tôt, naïve, confiante, croyant que l'amour et la loyauté suffisaient, croyant que si j'étais assez bonne, assez patiente, assez compréhensive, tout finirait par s'arranger. Cette femme-là avait disparu, morte et enterrée sous les décombres de ce dîner de Noël. La femme que j'étais maintenant comprenait que certaines personnes ne méritent pas la patience, qu'être mature face au manque de respect n'est qu'une autre manière d'accepter la maltraitance, et que parfois, la seule réponse appropriée à la trahison est la terre brûlée. Je sortis dans la matinée de juin. L'air était frais, chargé du parfum des roses que j'avais plantées dans le jardin de devant. Mes roses, mon jardin, ma vie. Je me mis à courir, mes pieds trouvant leur rythme sur le chemin familier du quartier. En courant, je sentis quelque chose bouger en moi. Pas exactement du pardon, je n'y étais pas encore, peut-être n'y serais-je jamais, mais quelque chose qui s'en rapprochait, une forme d'acceptation. C'était mon histoire maintenant, pas le conte de fées que j'avais imaginé, mais quelque chose de plus complexe, de plus vrai. Une histoire de trahison et de survie, de destruction et de reconstruction, de vengeance et de rédemption. Et contrairement à l'histoire que Marcus et Victoria avaient tenté d'écrire, où je jouais l'idiote, l'obstacle, la femme trop brisée pour voir ce qui se passait sous son nez, cette histoire était la mienne. J'avais repris le contrôle du récit. J'avais écrit la fin. Ou peut-être pas la fin, peut-être juste la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Mon téléphone vibra encore. Un autre message, cette fois de Lorraine. N'oublie pas le dîner ce soir chez nous. James fait un barbecue. Les enfants s'ennuient de leur tante cool. Je souris. Tante cool? J'aime bien. Je répondis. Je ne manquerai ça pour rien. J'apporte du vin. Le bon, on fête ça. On fête quoi? Répondit Lorraine. 6 mois de divorce. 6 mois à ne plus accepter aucune connerie. 6 mois à être la femme forte et indépendante que j'ai toujours su que tu étais. Des larmes me piquèrent les yeux, mais c'étaient de bonnes larmes. Des larmes de gratitude. Je courus plus vite, me poussant davantage, sentant mon cœur battre et mes poumons brûler, me sentant vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Parce que c'est ça, la trahison. Elle peut te détruire. Oui. Elle peut te réduire à rien, te laisser remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur toi et sur le monde. Mais elle peut aussi te forger en quelque chose de plus solide, de plus incassable. Marcus m'avait cru fragile. Il avait utilisé mon deuil, ma vulnérabilité, ma confiance comme des armes contre moi. Il m'avait complètement sous-estimé. Je tournais au coin de la rue vers ma maison, ralentissant pour récupérer. Une voiture était garée devant, une berline argentée que je ne reconnaissais pas. Mon alerte se déclencha, mais la portière conducteur s'ouvrit et une femme en sortit. Elle était jeune, peut-être 25 ans,
avec des cheveux roux et des yeux nerveux. Elle se tenait près de sa voiture, clairement en train de m'attendre. « Je peux vous aider ?» demandai-je, méfiante. « Vous êtes Whitfield ?» demanda-t-elle. « Eh bien, plus Whitfield, je suppose. »« Je... » commença-t-elle avec prudence. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Anna. » « C'est super gênant. Je suis amie avec Jennifer, la femme qui vous a écrit ce matin. Elle m'a raconté ce que Marcus vous a fait, ce qu'il vous a fait à toutes les deux, je suppose. Et moi, elle prit une profonde inspiration. Je travaille au Beltline Bistro. J'étais serveuse là-bas l'an dernier, et j'ai vu Marcus venir tout le temps avec une femme qui n'était pas vous. Je les ai même servis plusieurs fois. Ils étaient toujours très proches, et je me souviens avoir pensé à quel point c'était triste qu'il vous trompait manifestement. Mon cœur se remit à battre, mais pas à cause de la course. Je ne savais pas quoi faire. Anna continua. Je ne vous connaissais pas. Je ne savais pas comment vous le dire. Et honnêtement, je pensais que ça ne me regardait pas. Mais ensuite, Jennifer m'a dit ce qui s'était passé, comment vous l'avez exposé. Et Elle sortit son téléphone. J'ai pris des photos d'eux ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'une part de moi se disait que quelqu'un aurait besoin de preuves un jour. Je les ai gardées. Elle me tendit son téléphone. Je regardais l'écran. Marcus et Victoria dans une banquette discrète au Beltline Bistro. Sa main couvrant la sienne sur la table. Tous les deux en train de rire. La date, mars 2022. Plus d'1 an et demi plus tôt. Des mois avant que je crois même que l'affaire avait commencé. Il y en a d'autres, dit Anna doucement. D'autres dates. Je peux vous les envoyer si vous voulez. Je me suis juste dit que vous devriez savoir, au cas où il essaie un jour de prétendre que ça n'a duré que 6 mois, ou que ce n'était pas sérieux, ou n'importe quel mensonge qu'il raconte maintenant. Je regardais cette jeune femme, cette inconnue qui avait gardé ce secret pendant plus d'1 an, et me l'offrait maintenant comme un cadeau. « Merci », dis-je, la voix épaisse. Elle me les envoya par email, là, sur le trottoir. Mon téléphone vibra sans arrêt au fur et à mesure que les images arrivaient. Des preuves, des munitions. Si Marcus tentait un jour de contester l'accord de divorce ou de réécrire l'histoire. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandai-je. Anna haussa les épaules. « Parce que des hommes comme lui s'en sortent toujours. Ils mentent, ils trompent, puis ils passent à la femme suivante. Et personne ne les oblige jamais à rendre des comptes. Mais vous l'avez obligé. Vous l'avez tenu responsable. Et je voulais aider à faire en sorte qu'il ne puisse pas se faufiler hors de ça. » Elle remonta dans sa voiture, mais avant de partir, elle baissa la vitre. « Vous êtes un peu une légende, vous savez. Ce que vous avez fait à Noël ?» Jennifer m'a raconté toute l'histoire. Ça circule. Des femmes qui parlent à des femmes, qui se préviennent. Vous avez probablement épargné à beaucoup de personnes, beaucoup de douleurs. Puis elle partit, me laissant sur le trottoir, avec un téléphone rempli de preuves et un cœur rempli de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Je rentrai, pris une douche et m'assis à mon ordinateur. J'ouvris un nouveau document et fixai la page blanche. Pendant des mois, des gens m'avaient demandé si j'allais écrire ce qui s'était passé. Des amis, ma thérapeute, même une agente littéraire qui avait entendu l'histoire de seconde main et pensait que ça ferait un excellent livre. J'avais toujours dit non, trop douloureux, trop personnel, trop à vif. Mais là, dans la rue, entendre Anna m'appeler une légende, entendre que mon histoire se partageait, qu'elle aidait d'autres femmes, peut-être que c'était le moment. Je commençais à taper. Mon mari m'a dit que son ex se joindrait à nous pour le dîner du réveillon. Sois mature à ce sujet. J'ai hoché la tête, bien sûr. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà invité son fiancé à elle, à notre table, et transformé le dîner en une scène que personne dans ma famille n'oublierait. Voici l'histoire de comment j'ai découvert la trahison de mon mari, planifié ma vengeance et repris ma vie en main. Les mots jaillirent plus vite que je ne pouvais taper. Toute l'histoire, depuis la découverte des messages le jour de notre anniversaire, jusqu'à la confrontation de Noël,
et aux conséquences encore en cours. J'écrivis pendant des heures, m'arrêtant seulement quand mes doigts crampèrent et que mes yeux brûlèrent. Quand je levais enfin la tête, le soleil se couchait, peignant mon atelier de teintes orange et or. J'avais écrit 30 pages de vérité, de douleur, de colère et finalement de survie. J'enregistrais le document. Ma belle vengeance, brouillon 1. L'alarme de mon téléphone sonna. Il était temps de me préparer pour le dîner chez Lorraine. Je fermais l'ordinateur et me levais, m'étirant. Mon corps était douloureux d'une bonne douleur. La douleur d'avoir expulsé quelque chose de toxique. En m'habillant, je pensais à l'avenir. Le vrai avenir. Pas la fantaisie à laquelle je m'étais accrochée dans mon mariage. Je ne savais pas à quoi cet avenir ressemblerait. Peut-être que je finirais le livre. Peut-être que je rencontrerais quelqu'un de nouveau un jour. Quelqu'un qui mériterait vraiment ma confiance. Peut-être que je resterais célibataire et que je construirais un empire et que je deviendrais la tante excentrique qui gâte les enfants de Lorraine. La seule chose que je savais, c'est qu'il serait honnête. Ma vie. Je pris mes clés et la bouteille de vin cher que j'avais achetée pour ce soir. Une célébration, en effet, et je me dirigeais vers la porte. En la refermant, je jetai un regard en arrière vers la maison, ma maison, mon sanctuaire, mon nouveau départ. Sur le perron, je m'arrêtai, pris une profonde inspiration et souris. Ce n'était pas le sourire de la femme que j'avais été, douce, confiante et naïve. C'était le sourire de la femme que j'étais devenue, tranchante, forte et incassable. Le sourire d'une femme qui avait été trahie, qui s'était effondrée, qui avait rampé à travers l'enfer et qui en était ressortie, forgée par le feu. Je montai dans ma voiture et pris la route vers la maison de ma sœur, vers les rires et la famille et l'amour qui étaient réels. Le soleil se couchait derrière moi et devant, le ciel s'assombrissait déjà. Les étoiles commençaient à apparaître. Derrière moi, le passé. Devant moi, l'inconnu. Et pour la première fois depuis 1 an, je n'en avais pas peur. J'étais prête. Le livre entra dans la liste des best-sellers 3 semaines après sa publication. Ma belle vengeance, comment j'ai exposé l'infidélité de mon mari et repris ma vie, trouva un écho chez les lectrices d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Des milliers de femmes m'écrivirent, en partageant leurs propres histoires de trahison, me remerciant de leur avoir donné le courage de se défendre. Je fis des interviews, des podcasts, une plateforme de streaming acheta les droits pour une mini-série. Et au milieu de tout cela, je continuais de bâtir ma vie. L'agence de design s'agrandit. J'embauchais 5 employés de plus. J'achetais une maison de vacances sur la côte. Je voyageais à Paris, Tokyo, Barcelone, tous les endroits où Marcus disait toujours qu'on irait un jour. J'y allais seule, et c'était glorieux. Marcus essaya de me poursuivre pour diffamation quand le livre sortit. Son avocat envoya une lettre de mise en demeure, prétendant que j'avais nui à sa réputation. Viviane Porter rit quand je lui montrai la lettre. « Tout dans le livre est vrai et documenté, dit-elle. La vérité est une défense absolue. Qui l'attaque, on l'enterrera. » Et il n'attaqua pas. La lettre n'était que de l'esbrouffe. Une dernière tentative désespérée de contrôler le récit. Il ne pouvait pas. La vérité était dehors, et elle m'avait libérée. Quant à Victoria, j'appris qu'elle avait déménagé dans une petite ville de Floride et travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Sa licence de thérapeute avait été révoquée définitivement après qu'une seconde violation éthique eût été révélée. Apparemment, la mienne n'était pas la première famille qu'elle avait aidé à détruire. Je ne me réjouis pas de sa chute. J'avais eu ma vengeance. J'avais fait passer mon message. Après ça, elle n'était plus qu'un avertissement, un rappel que les actes ont des conséquences. Alex me contacta quand le livre sortit. Il l'avait lu et voulait me remercier d'avoir changé son nom et d'avoir été juste envers lui dans le récit. « Tu aurais pu me faire passer pour un idiot », écrivit-il, « mais tu m'as traité avec respect. Je t'en suis reconnaissant. » Nous étions devenus de vrais amis au fil de l'année, liés par notre expérience commune et une guérison mutuelle. Il avait commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une infirmière de son hôpital, gentille et sincère,
et rien à voir avec Victoria. Il semblait heureux. Et moi, je me tenais dans mon atelier devant la toile. J'avais recommencé à peindre, vraiment peindre, pas seulement gribouiller. Cette œuvre était abstraite, des rouges et des noirs, des lignes blanches tranchantes, douleur, rage et survie, tout mêlé. Mon téléphone sonna. Lorraine. « Salut petite sœur, dit-elle quand je répondis. Qu'est-ce que tu fais à Noël cette année ? Noël ? Le mot ne faisait plus mal. Il ne me renvoyait plus à des vers brisés et à des révélations, à la fin de tout. Maintenant, il signifiait juste la famille. La vraie famille. Comme l'an dernier, dis-je. Petit dîner, toi, moi, quelques amis peut-être. Parfait. Les enfants demandent déjà si tu vas refaire ce gâteau au chocolat. Évidemment. Nous parlâmes encore quelques minutes, faisant des plans, riant de rien. Une conversation normale, belle, entre sœurs. Après avoir raccroché, je regardais par la fenêtre, la neige commençait à tomber. Décembre à Atlanta. La ville se transformant en quelque chose de propre, blanc et neuf. Il y a 1 an, j'avais brûlé ma vie à la table du réveillon. J'avais détruit mon mariage, exposé 2 menteurs et traversé le feu pour atteindre la vérité. Et maintenant, 1 an plus tard, je me tenais dans les cendres, regardant ce que j'avais bâti avec les ruines. C'était beau. Pas la beauté de l'innocence ou des contes naïfs. La beauté de la survie, de la force gagnée par la souffrance, d'une vie reconstruite sur une base de vérité plutôt que de mensonges. Je pris mon pinceau et ajoutai un autre trait sur la toile. Une ligne d'or tranchant l'obscurité. Dure, réelle. L'espoir. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Merci pour votre livre. J'ai trouvé des messages sur le téléphone de mon mari hier soir. J'allais faire semblant de ne rien avoir vu. Puis je me suis souvenue de votre histoire. Je vais le confronter ce soir. Je répondis. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin de courage. Et tu l'as déjà. Tu peux le faire. Et si tu as besoin d'aide, écris-moi. Tu n'es pas seul. Parce que c'est ça que survivre à une trahison fait. Ça te relie à tous ceux qui ont parcouru ce chemin. Ça crée un réseau de guerrières. Toutes blessées, mais debout. Je reposais mon téléphone et regardais ma peinture. Ma vie. Marcus avait essayé de me briser. Il m'avait menti, trahi, utilisé ma douleur et mon amour comme des armes contre moi. Mais j'avais survécu. Plus que survécu. J'avais prospéré. Et c'était la meilleure vengeance de toutes. Pas la confrontation à Noël, aussi satisfaisante qu'elle ait été. Pas l'accord de divorce, aussi juste qu'il ait été. Pas même le livre, aussi réussi qu'il ait été. La meilleure vengeance, c'était ça. Bien vivre, être heureuse, bâtir quelque chose de vrai et de beau à partir des ruines de ce qu'il avait détruit. J'étais entière à nouveau, différente, marquée, mais plus forte, plus sage, plus courageuse. Et je l'avais fait moi-même. Je souris. Ce sourire qui était désormais le mien, mérité et réel. Je me retournai vers la toile. J'avais du travail, une vie à vivre, un avenir à créer. Et cette fois, c'était moi qui écrivais l'histoire. Plus de beaux mensonges, juste la belle, brutale, honnête vérité. Et c'était assez. C'était plus qu'assez. On se voit dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.